Comme vous voyez, la qualité d'eau et la qualité de l'air est un sujet, on pourrait dire quasi tabou, parce que d'une part, on est un peu le Kosovo de l'industrie aquatique nord-américaine et mondiale quand vient le temps de parler de qualité d'air et qualité d'eau en piscine intérieure. Pour vous faire un bref résumé de mon passé aquatique, j'ai commencé comme sauveteur, je joue dans l'eau depuis 34 ans. J'ai eu des entreprises de services, de construction, de rénovation, de piscines municipales, hôtels, motels. J'ai fait au-delà de 25 000 appels de service. Je me suis spécialisé en qualité d'eau, mais depuis qu'il y a eu des études sur la qualité de l'air au Québec. Ces études-là nous ont témoigné que ce qu'on retrouvait dans l'air, qui provenait de l'eau, se retrouvait dans le sang des personnes qui allaient visiter la piscine, se baigner ou qui y travaillaient, et que dans ces produits-là, il y a des produits qui sont cancérigènes, et il y a moult façons de corriger cette qualité d'eau-là et pour améliorer cette qualité d'air-là. Je vais vous parler de c'est quoi la situation, qu'est-ce qui nous amène ces problèmes de qualité d'air. Quand vous arrivez dans une piscine et que vous dites « ça sent le chlore », qu'est-ce qu'on sent? Fait que les défis qu'on a en lien avec la qualité de l'eau. Chaque baigneur transporte avec lui au-delà de 200 millions de micro-organismes qui sont de source organique, transpiration, salive ou ammoniacale, urée, urine. Ces déchets-là viennent en contact avec le chlore et nous donnent ce qu'on appelle les sous-produits chlorés. C'est un peu comme le fumeur. Le fumeur qui a une cigarette dans les mains. Le tabac, sans le savoir, je vais vous dire par exemple, contient 7-8 produits chimiques. Une fois en combustion, une fois qu'on allume la cigarette, on se retrouve avec 4 à 5 000 produits chimiques différents. Il se passe la même chose que l'étude des chercheurs québécois de l'Université Laval et de l'Université de Montréal. Ces études-là démontrent qu'il y a bel et bien, lors de l'incinération par le chlore des contaminants organiques, les 200 millions de micro-organismes amenés par les baigneurs, il se crée de nouveaux produits chimiques. Et dans ces produits-là, il y a des trihallométhanes, des chloroformes, une multitude de produits, dont certains qu'on n'aime pas avoir en contact avec l'humain. Qu'est-ce qu'on a aussi comme défi? Il faut savoir que 80 des maladies infectieuses sont transmissibles dans l'eau. Donc ça vient plus au niveau des bactéries. Il y a une multitude de bactéries et qui, sachant que des adultes aux enfants, il a été dénombré par le CDC américain que le corps humain peut transporter avec lui de 0,14 g à 14 g de matière fécale de coller aux fesses des baigneurs. Ça, on retrouve ça donc dans l'eau, puisque l'eau est le meilleur dilueur de la planète. Tous ces éléments-là sont des éléments qui viennent contaminer l'eau, qui nous obligent à l'utilisation du chlore et qui, par le fait même, nous amènent les sous-produits chlorés qui nous sont néfastes et qui fait qu'on remarque des odeurs de chlore lorsqu'on arrive dans une piscine. Ce qui ne se fait pas beaucoup au Québec, parce qu'au niveau de la réglementation, ça a été abrogé en 2008. On a enlevé du Q2R 17 en passant au Q2R 18 les mesures d'hygiène obligatoires. Donc, il y a, oui, des règlements de piscine que les villes ou les commissions scolaires vont se doter. Mais il n'y a plus une obligation réglementaire au niveau du MDDEP pour inciter les gens à avoir une procédure d'hygiène et même voir à ce qu'elle soit enseignée. On parle souvent aux gestionnaires de piscine en leur disant que les enseignants, ceux qui enseignent la baignade aux tout jeunes, devraient d'emblée enseigner les rudiments associés à la pratique de la natation et qu'il y a un processus de se laver adéquatement. Et par la douche savonneuse, on peut éliminer de 70 à 80 de ces contaminants-là. Donc, on vient moins solliciter la désinfection puisqu'on introduit moins de contaminants à l'intérieur de la piscine. La compétence des opérateurs, ceux qui entretiennent les piscines, il n'y a aucune compétence obligatoire
aux gens qui manipulent les produits chimiques en piscine. Et ces produits chimiques-là, il y en a certains que, lorsqu'on les mélange ensemble, engendrent des dégazages, peuvent engendrer des feux, ont engendré déjà, vous n'avez peut-être déjà entendu parler, des évacuations de piscine parce qu'il y a eu des émanations de produits. Alors, à ce moment-là, au niveau des opérateurs, s'ils ne savent pas quoi, quand et quel est leur ennemi et comment utiliser les 3 analyses, bien, c'est certain que ça devient aussi un autre défi au niveau de la qualité de l'eau et de la qualité de l'air pour ce qui est en lien avec les compétences des opérateurs. La tolérance de notre réglementation. Notre réglementation, je ne me cacherai pas pour vous dire qu'elle fait dur. C'est un règlement de performance. Il n'y a pas d'inspecteur sur la route qui valide en Ontario les plans d'eau municipaux, camping, hôtels, motels, résidences pour personnes âgées sont inspectés mensuellement par le département de santé publique. Et s'il y a l'un des paramètres liés à la santé qui est hors norme, ces piscines sont fermées et cadenassées. Nous sommes très loin de ça. Pour vous donner par exemple, au Québec, on tolère plus de baigneurs par pied carré qu'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on tolère plus de contaminants, en plus avec des gens de qui on n'exige pas la prise de la douche nécessairement au niveau réglementaire. Au niveau du chlore combiné, je vous expliquais plutôt que le chlore, lorsqu'il se combine aux contaminants, on peut mesurer la chloramine dans l'eau. Partout dans le monde, la tolérance est de 0,2 à 0,3 et à 0,5, on doit fermer. Ici, on tolère 1 ppm de chlore combiné pendant 24 heures. On tolère le double de nuisances organiques en processus d'incinération, ce qui fait qu'on se retrouve avec des piscines odorantes. C'est directement proportionnel. La turbidité de l'eau. Nous, on apprécie la clarté de l'eau, mais ce que l'on mesure, c'est la turbidité. Les particules en suspension qui peuvent obstruer la visibilité. Ces particules-là sont des foyers d'agglomération pour les micro-organismes pour faire de la prolifération. Partout, la tolérance est de 0,5 NTU. Au Québec, nous tolérons 1 NTU. On tolère le double de particules en suspension favorisant la prolifération microbienne. Nos normes mécaniques ou de procédés, il n'y a aucune norme maintenant qui oblige à faire d'une certaine façon le procédé mécanique, le procédé de filtration. Le règlement nous demande d'atteindre des standards de qualité d'eau, mais qui sont inférieurs de 50 à 100 de tout ce qui est préconisé et demandé ailleurs en Amérique du Nord et dans le monde. Je me plais souvent à dire à la blague, mais avec un fond de vérité, qu'on est un peu le Kosovo de l'industrie aquatique en tant des normes qui sont préconisées. Si on parle de revenus en piscine, faire une petite histoire courte, dans les années 70, lorsqu'il y avait de l'exode rural, les gens quittaient les régions et les gouvernements se sont mis à donner de l'argent aux municipalités pour garder les gens dans les villes et leur dire « construisez des piscines ». Puis si les habitants ont une carte de bibliothèque, l'utilisation de la piscine sera un service gratuit. On a instauré une mentalité au Québec qu'une piscine, ça ne coûte rien. L'aréna, par contre, aller jouer au hockey, et l'aréna est moins énergivore que la piscine en termes de coût d'opération. Mais il faut payer pour aller jouer au hockey. Mais pour aller se baigner, ce n'est pas obligatoire de payer. Oui, il y a des frais, mais si on compare avec ailleurs, les frais qui peuvent être de 5, 10, 15 et jusqu'à 90 $ à certains endroits pour aller se baigner, c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a une diversité au niveau des produits qui sont offerts. Il n'y a pas de revenus. Alors, les budgets, lorsqu'arrive le temps de faire des améliorations, bien, il faut gruger dans des règlements d'emprunt parce que les piscines n'ont aucun moteur de génération de revenus
pour tenter de bien entretenir ou d'opérer leurs installations. Ce qui nous donne les résultats que l'on connaît. Alors, ce que les études nous ont révélé, c'est que nous avons des concentrations de chlore combiné dans l'eau, comme on le sait déjà, mais on a aussi des concentrations de trichlorure d'azote, de trichloramine dans l'air, qui, comparativement aux normes européennes qui ont été établies, en Europe, ils ont établi qu'on devrait ne pas dépasser 0,3 mg de trichlorure d'azote par mètre cube et un maximum de 0,5 en inspection, ce qu'on appelle le test de 45 minutes, et il y a le test de 8 heures. Toute piscine testée au Québec jusqu'à présent dépassait minimalement du double ces concentrations-là. Ce qui veut dire que le personnel, les utilisateurs, la corrosion qu'on observe au niveau des enceintes et des aciers inoxydables, bien, s'explique en majeure partie par cette présence de trichlorure d'azote. C'est certain qu'au niveau opération, qu'au niveau formation, qu'au niveau, je vous parle des pistes standards, on connaît la surchloration, on connaît l'utilisation des oxydants à base de monopersulfate, qui est comme un peroxyde qui va faire une incinération des contaminants organiques. Mais par rapport à ça, ce qui a fait émergence un peu au cours des 10 dernières années, on parle des réacteurs UV, les lampes UV, qui viennent faire, dépendamment de la technologie utilisée, l'incinération de la mono, de la di et de la trichloramine, et qui, en plus, à 254 nanomètres, va faire un travail de désactivation des micro-organismes jusqu'au cryptosporidium. Fait que c'est la première des technologies qui a été utilisée au Québec, et on en a de plus en plus. C'est presque rendu un standard. Est-ce que ça fait le travail tout le temps? Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses de disponibles? Oui. Il y a moult pratiques et façons de diminuer les teneurs en chlore combiné. On parlait de turbidité tantôt. Le premier équipement que vous voyez en haut, c'est un pré-filtre qu'on installe entre la pompe et le filtre. Et c'est un peu comme un aspirateur Dyson. Ça a tous des vortex. Et chaque petit vortex pousse des particules vers le fond de ce filtre-là. On envoie 80 moins de contaminants vers notre filtre. Et ça, on peut tout simplement, en ouvrant la valve dans le bas, vider ce pré-filtre-là. Donc, on vient améliorer la qualité de notre filtration. Il y a l'utilisation des filtres à cartouche qui offrent une qualité de filtration de 4 à 8 microns, quand nos filtres standards au sable ont une capacité de 20 à 40 microns. Donc, une meilleure captation. Vous avez le remplacement du sable par du verre, de la vitre, de couleur verte. Technologie développée par des Français. Ce qui est intéressant de la couleur verte dans le verre, cette couleur-là provient de l'oxyde de chrome. Et si je me frottais les pieds sur le tapis, qu'est-ce qui se passe quand je me traîne les pieds sur le tapis et que je vais toucher à quelqu'un? Il y a un choc, qu'on va appeler une libération de radicaux libres. L'oxyde de chrome a cette même propriété-là avec la friction de l'eau. Ce qui arrive, c'est que le verre, le médium filtrant, va se polariser comme un aimant. Il va capter des particules plus fines, non pas de façon mécanique, mais de façon statique. Fait que ça offre une meilleure qualité de filtration. Et lorsque le médium est très chargé en ions, bien, à ce moment-là, il libère à l'intérieur des sparks, qu'on va appeler la libération de radicaux libres, qui va même faire une désintégration à l'intérieur du filtre d'un potentiel biofilm. Ça devient donc, avec un filtre traditionnel, on fait simplement que remplacer le sable par du verre. Dans les procédés de chloration, d'utiliser une chloration d'hypochlorite de calcium plutôt qu'un chlore liquide. C'est un chlore en pastille. Mais volumiquement parlant, on introduit 8 fois moins de produits dans la piscine. Donc, ce qui en résulte, on alourdit moins notre eau. Il y a moins d'augmentation des solides dissous totaux
À ce moment-là, la désinfection demeure plus efficace. Avec une désinfection, une oxydation plus efficace, on se retrouve donc avec des concentrations de chlore combiné qui sont inférieures. Le dernier à l'autre bout, c'est comme un agencement. Vous avez un agencement de filtres biflot contenant du verre vert avec des réacteurs UV, un chlorateur par érosion, des préfiltres multivortex. Et lorsqu'on regarde ce qui en résulte, bien, je peux vous dire qu'on donne des qualités d'eau qui sont extraordinaires. Et pour ceux qui, au-delà d'une qualité d'eau, dans un projet, veulent obtenir des points LEED, avec un système de filtration comme celui-ci, on réduit la consommation de 12 millions de litres par année par piscine, ce qui représente 36 000 $ d'économie en chauffage et produits chimiques. C'est non négligeable. Alors, de connaître l'existence de cette technologie-là peuvent devenir éventuellement pour vous des pistes de solutions pour améliorer la qualité d'eau et la qualité d'air. D'autres technologies émergentes, des choses qui sont sur le marché depuis 2, 3 ou 4 ans. Des peroxyhydroxyles, c'est un gaz. C'est un gaz qui imite ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, on sait qu'il y a une couche d'ozone, on sait qu'il y a des gouttelettes d'eau, puis on sait qu'il y a les rayons du soleil, des UV. Fait que dans cet appareil-là, il y a tout ça. Il y a une lampe UV, il y a de l'air qui circule et qui génère des hydroxyles. On ingère, ça ressemble un petit peu à de l'ozone, mais ce n'est pas de l'ozone. Ces hydroxyles-là s'attaquent aux contaminants organiques et ammoniacaux, les incinèrent et en deuxième réaction devient un peroxyde d'hydrogène. Ce peroxyde d'hydrogène-là fait aussi un travail de désinfection, mais une désinfection qui est éphémère, qui permet de diminuer le chlore combiné et de diminuer la consommation de chlore de 30 à 70 %. Un restructurateur, c'est un vortex hélicoïdal. Ça fait tourner l'eau et ça rappelle à l'eau sa circulation dans les méandres des rivières qui lui permet, par implosion, d'absorber de l'énergie photonique et de restructurer la molécule d'eau qui lui donne un plus grand potentiel oxydant. Elle peut absorber plus d'oxygène et avoir un effet d'incinération des contaminants qui est maximisé. Les oxydants photocatalytiques, ça enlève tout ce qu'il y a dans l'eau. C'est comme si on faisait un reformatage d'un disque dur d'un ordinateur, on enlève tout le contenu de l'eau et on repart avec de l'eau neuve. Le filtre d'appoint au charbon activé plasmatisé à l'argent, lui, est un procédé de filtration qui fait pratiquement le même travail que l'oxydant photocatalytique. Ce qu'il faut tenter aussi de faire de plus en plus au niveau de la construction de la piscine. Vous voyez comment se dégazent normalement les chloramines dans l'enceinte d'une piscine. Il existe maintenant des systèmes de goulottes avec des retours d'air qui aspirent, dès leur émission, les gaz de trichloramine. Fait que vous voyez à droite comment se comporte maintenant le nuage de chloramine perceptible dans l'air. Il est immédiatement avalé par le système de retour d'air de la goulotte. Il y a les systèmes de strippage. Strippage, l'idée, c'est de brasser de l'eau. Et en brassant cette eau-là, il y a un dégazage de trichloramine et dans les bassins d'équilibre, il y a un système de ventilation qui va extraire le chlore combiné. Alors, les questions à se demander sur vos installations, y a-t-il des odeurs de chlore? Y a-t-il des traces de corrosion? Est-ce que les gens se plaignent d'irritation aux yeux, de nausées, de maux de tête, d'irritation à la gorge? Et si vous répondez oui à l'une de ces questions, il est donc pour vous susceptible d'envisager une démarche. Et on va regarder quelle est cette démarche. Faire inspecter vos installations par un expert. Avoir un portrait de l'état des lieux. Faire une évaluation des procédés mécaniques et chimiques. Évaluation des procédures d'entretien. Évaluation des qualifications du personnel. Faire une analyse complète de l'eau avant et après la filtration, parce que des fois, la filtration est un poumon générateur de contaminants.
L'analyse des trichloramines, maintenant, nous sommes capables de mesurer sur site, à l'endroit que vous voulez, la teneur en chlore combiné en milligrammes par mètre cube d'air. Et par la suite, vous obtiendrez un rapport décrivant les observations, les recommandations et une scénarisation budgétaire identifiant les priorités. Merci.